Bonjour à tous et bienvenue sur Les Idées Libres, le podcast du CJL. Le mois de novembre 2024 a été marqué en Algérie par la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de l'insurrection qui allait conduire le pays à recouvrer son indépendance. Quelques mois plus tôt, l'Indochine se libérait de l'emprise coloniale française après 8 années de combats et près d'1 million de morts. Les empires coloniaux vacillaient aux quatre coins du globe, c'était le temps de la décolonisation et la géographie reprenait enfin ses droits sur l'histoire. C'est à rebours de ces événements, au milieu de ces convulsions historiques, que 700 000 Palestiniens étaient chassés de leurs terres et poussés sur les routes de l'exil par les forces d'occupation israéliennes. Au même moment, les précurseurs de la révolution algérienne commençaient déjà à stocker des armes dans les premiers maquis en attendant l'heure du premier coup de feu. C'est une histoire croisée de la Palestine et de l'Algérie qu'il s'agit de raconter dans ce podcast et nous avons choisi de donner la parole à un fils de réfugié palestinien né en France, doctorant en histoire et professeur d'arabe, Ahmed Ibrahim. Un invité qui nous permettra à la fois de revenir sur la dimension géopolitique de cette guerre et de redécouvrir cette histoire à travers les yeux d'un homme issu d'un peuple en lutte, non plus seulement pour sa libération, mais pour sa survie. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, c'est près de 100 000 tonnes de bombes qui ont été déversées sur la bande de Gaza, occasionnant la mort de plus de 160 000 Palestiniens, selon les estimations de la revue médicale britannique The Lancet. Une véritable guerre d'extermination et de destruction massive sans précédent dans l'histoire militaire lancée en réaction à l'opération militaire du 7 octobre 2023. Nous nous intéresserons enfin aux analogies entre les deux histoires coloniales et les limites de ces comparaisons, et tout particulièrement celle-ci. Le 7 octobre sera-t-il un jour pour les Palestiniens ce que le 1er novembre 1954 est aujourd'hui pour les Algériens ? Mais avant d'en arriver là, arrêtons-nous sur la date du 1er novembre 1954, et plus précisément sur celle du 30 octobre. Ahmed Ibrahim, que se passait-il à la veille du déclenchement de l'insurrection armée en Algérie ? Au moment où la révolution éclate, c'est le calme plat en Algérie. Même si les renseignements français savaient que des choses se préparaient, mais d'un point de vue de la population, d'un point de vue de la société algérienne, non seulement c'est le calme plat, mais en plus d'un point de vue social et économique, l'Algérie ne vit pas ses pires heures. On est loin de la période de l'invasion coloniale qui décime les 2 tiers des Algériens. On a quand même eu, après la Deuxième Guerre mondiale, des tentatives d'étendre un peu certains droits civiques aux Algériens, même si ça a été hyper laborieux et qu'en réalité les colons ont tout fait pour empêcher cela. Mais on n'est pas dans un contexte qui peut expliquer cette explosion-là. On a un contexte à l'international qui est favorable aux révolutions. Au moment où l'Algérie déclenche sa guerre d'indépendance, sa révolution, on a la Tunisie et le Maroc qui sont en ébullition. Et en réalité, si nous n'avions pas eu la guerre d'Algérie, on parlerait de guerre de libération de Tunisie et du Maroc, parce que ces deux conflits, en réalité, ont été très meurtriers, très difficiles. On a même, par exemple, le terme de Félaga qui nous vient des Tunisiens, qui a ensuite été adopté pour désigner les combattants algériens par les Français. Mais l'ampleur qu'a pris la guerre d'Algérie a fait un peu disparaître l'importance des guerres qu'il y a eu en Tunisie et au Maroc. Et plus largement, on a un contexte révolutionnaire au niveau mondial, que ce soit en Afrique, en Asie. On pense évidemment au Vietnam. Le contexte international était très favorable à une révolution, mais pas le contexte intérieur en Algérie, où c'était le calme plat. Alors qu'en Palestine, avant le 7 octobre, le contexte international était extrêmement défavorable aux Palestiniens. Mais le contexte intérieur, c'est-à-dire en Palestine occupée, à Gaza, en Cisjordanie, était très favorable à une explosion. C'était tellement le calme plat en Algérie, en tout cas c'était vu comme ça, que les médias arabes, notamment égyptiens, l'Égypte était le fer de lance du nationalisme arabe, soutenait différentes guerres de libération, etc. Les radios égyptiennes disaient en gros, les Tunisiens, les Marocains se sont insurgés contre le colonialisme français, que font les Algériens ?
Les radios égyptiennes raillaient les Algériens en disant en gros les Algériens dorment alors qu'ils subissent le colonialisme le plus dur contre eux. C'est pas que les gens ne se sentaient pas opprimés par les Français, il y avait des différences économiques, sociales énormes entre les Algériens et les Français. Je rappelle, pour ceux qui parlent souvent des bienfaits de la colonisation en Algérie, que l'espérance de vie de l'Algérien moyen à l'époque de la colonisation, en tout cas au sortir de la guerre, c'était pas plus de 40 ans. 40-45 ans, grand maximum, alors que déjà les Français avaient une espérance de vie qui tournait autour des 60-65 ans. Ça en dit long sur la situation des Algériens sous le joug colonial français. Le FLN a dû générer l'événement. Ils ne sont pas, comme dans beaucoup de révolutions, partis de manifestations, par exemple, qui ont dégénéré, ou d'un événement, je ne sais pas, un policier qui tabasse quelqu'un ou qui tue quelqu'un, et ça provoque une indignation nationale. Non, c'est le FLN qui a provoqué l'événement. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, de minuit à 7 h du matin, des bandes armées ont attaqué à la même heure. Il ne s'agit plus d'attentats localisés, mais d'une action soigneusement montée et surtout coordonnée de l'Est à l'Ouest du pays. On est loin des révoltes locales qui ont jusque-là jalonné l'histoire de l'Algérie coloniale. Pour les autorités comme pour les Européens d'Algérie, une seule attitude, la répression. Les révolutions peuvent être provoquées par une sorte d'élite ou d'un groupe qui décide de déclencher l'événement, de déclencher la révolution et tout cet engrenage qui vont mener soit à la libération, soit à l'écrasement. Vous dites, Ahmed, que le lien entre l'Algérie et la Palestine, c'est une histoire en miroir. Quand on regarde l'histoire algérienne de la colonisation et l'histoire de la colonisation de la Palestine, on se rend compte que les processus de colonisation, d'invasion et de résistance ont été à chaque fois inverses. Par exemple, l'Algérie, l'invasion a commencé en 1827-1830, mais la colonisation de peuplement, ça vient après. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que vraiment on soit sur une population de colons vraiment significative. Donc l'invasion militaire précède la colonisation. En Palestine, c'est l'inverse. Le processus colonial commence avant l'invasion militaire, avant que les Anglais n'envahissent la Palestine et donc accélère le processus colonial. Puisqu'on commence à avoir l'établissement de colonies juives sionistes en Palestine dès la fin du 19e siècle. Mais il n'y a pas de présence militaire. C'est les Anglais qui envahissent la Palestine donc en 1917 et qui donnent un coup de boost au processus colonial. Autre point très important, la question de la lutte armée. Étant donné que l'Algérie a été envahie par la France, la question de la pertinence de la lutte armée, c'est pas posé. Les Algériens répondent à l'invasion par la résistance armée. En Palestine, ça n'a pas été une évidence. Quand les Anglais ont envahi la Palestine, on établit un mandat sur les pays de la région pour émanciper ces pays qui sont trop arriérés pour pouvoir le faire eux-mêmes. Dans la perspective de préparer leur indépendance. Exactement. Sauf que dans le cas palestinien, il y avait l'engagement, donc la fameuse promesse de Balfour, de Lord Balfour, qui a promis à l'organisation sioniste d'établir un foyer national juif en Palestine. Donc il y avait cette soi-disant double promesse, donc l'émancipation et mener les populations arabes vers l'indépendance et en même temps établir un foyer national juif. Et donc les Palestiniens, pendant un certain temps, en tout cas les élites palestiniennes, ont vu les Anglais comme une sorte d'arbitre qu'il fallait convaincre de basculer dans leur camp. Ils n'ont pas tout de suite pris conscience du fait que les Britanniques étaient venus pour établir un projet impérial et notamment pour établir un projet d'établissement d'un État juif en Palestine qui signifierait l'élimination de la population palestinienne. Donc la question de la lutte armée et notamment de la lutte contre la présence britannique en Palestine n'a pas été une évidence dès le départ, contrairement à l'Algérie où ça a commencé par ça. L'occupation de la Palestine commence vers la fin du 19e siècle, même si c'est timide. L'occupation commence en 1917, mais la lutte armée ne commence réellement que dans les années 30, en particulier en 1935. Si vous devez retenir 3 dates de l'histoire de la Palestine, c'est 1917, l'occupation, 1935, le début de la lutte armée, 2023, début de la guerre de libération. En Algérie, on a une histoire différente de ce point de vue-là. On a une résistance qui dure 20 ans, 30 ans et qui même va jusqu'au début du XXe siècle. On a encore des dernières poches de résistance dans le sud de l'Algérie. Mais après, la France ayant écrasé, on parle de la moitié ou des 2 tiers de la population qui ont été exterminés dans les années 20, il y a le sentiment en Algérie que la colonisation est indéboulonnable. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la période de la nuit coloniale. La lutte armée cesse du fait de l'écrasement, du rouleau compresseur colonial. Mais au moment où le colonialisme est triomphant, en 1930, donc en 1930 on fête en grande pompe le 100e anniversaire de la prise d'Alger, on voit naître justement ces mouvements, l'association des ulama, l'étoile nord-africaine, et on voit naître cette volonté de faire
revivre l'Algérie, revivre l'islam en Algérie, faire revivre la langue arabe. C'est-à-dire que, certes, les armes ont été déposées, mais la bataille culturelle s'est engagée presque tout de suite après l'échec de la lutte armée. On n'a pas ce processus-là en Palestine. En Palestine, on a une lutte armée qui n'est pas systématique, etc., mais qui prend de l'ampleur et qui va connaître en fait des hauts et des bas. Des moments où elle est étouffée, mais elle est toujours présente, et des moments où elle est exacerbée, avec des guerres particulièrement sanglantes, notamment ce qu'on voit aujourd'hui. Abdel Ramdan, un des leaders de la révolution algérienne, assassiné durant la guerre d'Algérie, qui, quand les fondateurs du FLN sont allés le voir au début de la guerre pour lui dire rejoins-nous, Ramdan voulait avoir un état des forces du FLN à ce moment-là, il leur a dit vous êtes complètement fous. Il y a une impréparation, un manque de moyens, pas de soutien diplomatique, rien qui permettrait de tenir. C'est aussi un peu ça le miracle de la révolution algérienne. Bon, il finit par rejoindre et notamment par être un des principaux penseurs de la révolution algérienne. Inversement, le 7 octobre 2023 est précédé d'un contexte interne explosif en Palestine. Il y avait une insurrection armée en Cisjordanie avec les troupes israéliennes qui rentrent dans les villes, qui massacrent les gens, etc. Mais plus que cela, le 7 octobre 2023 qui a provoqué ce déferlement de feu à Gaza a été préparé pendant des années. Les organisations palestiniennes qui ont mené le 7 octobre ont préparé cette opération pendant des années avec une efficacité que tous les analystes, tous les spécialistes militaires français, suisses ou autres leur reconnaissent volontiers. Tout l'inverse de ce qui s'est passé le 1er novembre. Donc encore une fois, une histoire en miroir. C'est-à-dire que 1er novembre, on a créé l'événement, il ne se passait rien, impréparation, etc. Mais on y est allé. Et en fait, c'est essentiellement la volonté des combattants et des militants du FLN qui a fait qu'ils ont réussi à tenir. 7 octobre 2023, on a un événement qui est préparé depuis des années. Presque 20 ans. Exactement, depuis que Gaza a été libéré en 2005 sous l'effet de la lutte des organisations palestiniennes contre la colonisation et l'occupation israélienne de Gaza. Alors la bataille d'Alger est un cas particulier dans les guerres asymétriques. C'est l'une des premières batailles urbaines d'importance et qui a été très largement étudiée et dont le modèle s'est exporté. Elle fait école déjà parce que la France a décidé d'en faire un cas d'école. Pas juste parce que ça a été une victoire tactique de l'armée française. La bataille d'Alger qui se déroule en gros de janvier 1957 à octobre 1957, même si la violence avait commencé avant. L'insurrection est complètement matée à Alger. Il n'y a plus aucun militant ou presque du FLN. Je parle bien de militants, parce que la plupart d'entre eux n'étaient pas armés. Rappelons quand même qu'elle oppose 8000 paras, 1500 gendarmes, sans compter les supplétifs, peut-être des groupes paramilitaires. Et en face, on a 5000 militants avec un arsenal militaire rudimentaire, puisque on sait que les bombes qui étaient utilisées étaient bricolées par des étudiants en chimie. Exactement. Les chiffres que vous évoquez n'incluent pas les soldats qui étaient présents à Alger. Il n'y avait pas que des paras dans les soldats qui ont quadrillé la ville d'Alger. Mais ceux qui étaient impliqués dans les opérations, c'était essentiellement des paras, des gendarmes, les inspecteurs de police. Mais pour tenir beaucoup de barrages, c'était essentiellement des soldats du rang. En face, les 5000 militants, je dis bien militants. La plupart n'étaient pas des combattants. La plupart n'étaient pas armés, avec quelques dizaines, quelques centaines à la limite de personnes qui ont une arme. Et quand on dit qu'ils ont une arme, ça peut être quoi? Un pistolet, une arme de poing, rarement des armes automatiques. Et comme vous l'avez évoqué, les opérations à la bombe qui étaient faites à Alger étaient essentiellement des bombes artisanales fabriquées par des étudiants en chimie, souvent par des étudiants français d'ailleurs. Des pieds noirs concrètement, ont participé à la bataille d'Alger à confectionner une partie des bombes. Et ont appris à d'autres Algériens à le faire. Et donc ce qui fait la particularité de cette bataille, c'est que c'est la seule bataille urbaine gagnée par la puissance dominante, mais dont la ville n'a pas été détruite. Pour une raison assez simple, c'est que Alger, c'est une ville mixte. C'est à peu près 190 000 pieds noirs, ce qu'on appelait les Européens à l'époque, et à peu près 160 000 musulmans. Alger, c'était à l'époque la 4e plus grande ville de France. Vous voyez mal à l'époque dire Alger, c'est la France, et détruire Alger. 3e point, Alger, c'était la porte de l'Algérie vers le monde. C'était là où il y avait les diplomates. La presse internationale qui était en Algérie était basée à Alger. Alger, c'est pas une bourgade au fin fond du maquis qu'on peut détruire comme on veut sans qu'il n'y ait de conséquences. Le monde entier pouvait potentiellement avoir les yeux braqués sur Alger. Donc c'est ça qui fait que Alger est un cas particulier. Le seul cas aujourd'hui qui pourrait ressembler à la bataille d'Alger, où le modèle s'est exporté d'ailleurs, et on sait qu'ils se sont inspirés de l'armée française, c'est le modèle de répression coloniale israélien. Et le cas de Jérusalem est vraiment intéressant parce qu'il a été qualifié par un chercheur qui s'appelle Baptiste Sellier, qui a fait une sorte d'étude comparative de l'urbanisme colonial
français en Algérie et de l'urbanisme colonial israélien, Alger et Jérusalem se ressemblaient énormément dans même la politique d'urbanisme et d'essayer de faire en sorte de chasser les populations indigènes du centre-ville. Il y a eu la même chose à El Khalil. Hébron. Donc El Khalil, Hébron, effectivement. Et d'ailleurs, la ville de Jérusalem a été qualifiée par ce chercheur-là de quasi-bataille d'Alger permanente, d'une moindre intensité, mais beaucoup plus longue dans le temps. Tous les dispositifs qui ont été mis en place au cours de la bataille d'Alger, le quadrillage de la ville, le blocus des quartiers arabes, la violence, les arrestations massives, les assassinats, les enlèvements, la torture systématique des prisonniers, tout cela, c'est le quotidien des habitants d'Al-Quds, de la même façon que leur résilience et leur résistance par des manifestations, éventuellement par des jets de pierre, parfois même par l'usage plus rare d'armes, est quelque chose de quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation quasi quotidienne de la population arabe, musulmane et chrétienne de Jérusalem face aux exactions de la police et de l'armée israélienne. Et de la même façon, à Alger, on a envoyé l'armée et plus particulièrement les paras pour gérer l'insurrection. Jérusalem, c'est une des seules villes qui est prétendument israélienne, où la sécurisation de la ville est gérée conjointement par la police et par l'armée. On a régulièrement l'intervention de l'armée dans Jérusalem, alors qu'il n'y a pas de groupe armé à Jérusalem. Donc c'est pour dire que là où ça s'est le mieux exporté, c'est avec les Israéliens. D'ailleurs, quand les pays occidentaux ont progressivement lâché la France diplomatiquement, c'est-à-dire même les États-Unis ont fini par lâcher la France à un moment donné, un des seuls pays qui a tenu bon dans son soutien à la France, c'est Israël. Et c'est probablement le pays qui s'est le plus inspiré du modèle de guerre coloniale, de guerre contre-insurrectionnelle, et qui s'est le plus inspiré de la bataille d'Alger. On estime, et ça ce sont des chiffres qui sont donnés par le général Ossares, qui à l'époque était officier dans les paras, au moins 24 000 Algérois ont été arrêtés par les paras. Les consignes qui avaient été données par le général Massu et le colonel Bijar étaient claires, le moindre doute, et c'était torture systématique. Hommes et femmes et enfants, selon les chiffres du général Ossares. C'est-à-dire que ce n'est probablement que la partie émergée de l'iceberg en réalité. Parmi eux, au moins 3000 ont été tués. Et ça ne témoigne pas de la violence qu'a été la bataille d'Alger, parce que ça ne parle pas du nombre de blessés, ça ne parle pas des humiliations quotidiennes. Il fallait quotidiennement passer par des checkpoints, quotidiennement avoir des fouilles, être humilié par des soldats. On a une ville qui a été bunkérisée. C'est une sorte de mini-guerre d'Algérie dans la guerre d'Algérie, parce qu'on a les mêmes proportions sur l'ensemble du territoire, concrètement, au niveau de l'impact que la guerre a eu sur les populations. C'est une population qui subissait déjà un état d'exception, puisque les Algériens, les musulmans n'avaient pas les mêmes droits que les Européens, mais un état d'exception qui lui-même a été levé, c'est-à-dire toute forme d'état de droit a été levée pendant la bataille d'Alger. Rappelons que le chef du gouvernement avait décidé en janvier 1957 de confier les pleins pouvoirs civils et militaires au général Massu qui commandait la 10e division parachutiste. Le pouvoir civil, qui déjà était hyper répressif, donne les pleins pouvoirs à l'armée. L'état d'exception dans l'état d'exception. La bataille d'Alger, qui était planifiée par le shahid Al-Arbi Ben Mhidi, par Yassef Saadi, et en accord avec les autres membres du CNRA, il n'avait pas prévu de gagner la bataille ou de libérer Alger par le seul fait des opérations militaires des militants du FLN à Alger. L'objectif, c'était pas de remporter une victoire militaire contre l'armée française à Alger. Exactement. L'objectif était de porter la guerre qui était cantonnée dans les villages, les maquis, là où on pouvait balancer du napalm sans aucun problème. C'était d'amener la guerre dans les lieux de la colonisation, dans les villes coloniales, et en particulier à Alger, parce que comme on l'a dit, Alger, c'était une fenêtre sur le monde, et ça a été le meilleur moyen que le FLN a eu d'internationaliser la cause algérienne. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de l'Algérie à l'ONU ou dans des grandes conférences internationales. C'est à ce moment-là qu'Alger devient la caisse de résonance de la cause algérienne et de la révolution algérienne. C'était ça l'objectif. À l'issue de la bataille d'Alger, il n'y a plus de militants du FLN. La dernière image qu'on voit à la fin du film, et qui est en fait... La bataille d'Alger. La bataille d'Alger, on voit que la population algérienne a totalement basculé, corps et âme, dans le camp de la révolution. Et que le divorce avec... le divorce de ce mariage forcé qu'a été la colonisation, disons que la séparation était devenue nette et irréversible. C'est-à-dire que les Français, ou l'armée française, avaient peut-être éliminé le FLN, non seulement à Alger, mais en réalité en 1959, la plupart des maquis avaient été complètement réduits par un véritable rouleau compresseur, alors que les maquis avaient tous été réduits. En 60, en 61, on voit qu'il y a des manifestations monstres à Alger qui remettent en cause le semblant de défaite militaire du FLN ou d'écrasement du FLN. Le FLN est probablement l'une des premières organisations à mener une guerre asymétrique, à avoir compris que la bataille ne se gagnerait pas militairement. Et ils ont gagné la bataille des cœurs auprès du peuple algérien, qui fait que le peuple algérien a
confirmer que même sans les militants du FLN, même sans l'armée de libération nationale, nous ne voulons plus de la colonisation. Et c'est soit vous négociez, et c'est pas, en réalité, c'est pas de la négociation, c'est soit vous partez, soit vous nous exterminez. Scène finale du film de Gillo Pontecorvo, La bataille d'Alger. Un policier s'adresse à une foule de manifestants algériens tenus en respect par un cordon de CRS. Écoutez-moi! Retournez chez vous! Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! الحقوا حريتنا! L'indépendance. Nous voulons l'indépendance. Quitter notre pays. Une victoire militaire écrasante et une défaite politique cinglante, notamment en raison des méthodes utilisées par l'armée française. L'essentiel des victimes de la bataille d'Alger sont des gens qui ont été tués à l'arme blanche, qui ont été tués par des outils de torture, qui ont été tués par des exécutions sommaires. J'allais qualifier ça de massacre une sorte... Moi j'allais dire industriel, mais en fait c'est plutôt artisanal. On a des massacres et une barbarie artisanale de l'armée française. Tous les policiers, les paras qui étaient présents ont du sang sur les mains. C'est pas juste des gars qui de très loin tirent un obus, ça tombe sur une maison, ah bah dommage on a mal visé, il y a 15 morts. Non, on a torturé femmes, enfants, hommes, vieillards, jeunes, moins jeunes, et on les a tués avec une forme d'intimité dans le meurtre, qui est en train d'être reproduit par l'armée israélienne. Parce que certes, l'armée israélienne a balancé 90 000 tonnes de bombes, à ce qu'on en sait maintenant, sur la bande de Gaza, mais les soldats israéliens violent l'intimité des Palestiniens, les humilient, les torturent, cherchent même à leur infliger le plus de sévices possible. Les geôliers, qui ne sont pas sur le front, infligent des tortures inimaginables. Un ancien prisonnier m'a décrit les tortures avant et après le 7 octobre. Déjà que c'était terrible, mais après le 7 octobre, c'est, si on peut le dire, l'enfer sur terre, les prisons israéliennes. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire qu'au milieu de ce bal de psychopathes que nous ont offert les paras de l'armée française prêts à tout pour laver l'humiliation qui leur avait été infligée à Dien Bien Phu, il y a quand même un officier de haut rang qui va se distinguer par son courage et sa droiture en demandant à être relevé de ses fonctions, de son commandement, pour protester contre ces méthodes. C'est le général Jacques Paris de la Bollardière. J'en profite pour saluer son neveu, un certain Joseph. Parenthèse fermée. Il y a très peu d'officiers ou même de hauts fonctionnaires qui étaient affectés à l'Algérie, qui ont eu ce courage-là. À l'inverse, on a eu beaucoup d'officiers, notamment chez les paras. On a cité tout à l'heure le général Ossarès. Il faut savoir qu'après la guerre d'Algérie, le général Ossarès est parti au Brésil pour former la junte militaire et toutes les juntes militaires sud-américaines. Il a également été formé les forces spéciales américaines. Le général John Jones, qui dit avoir été l'élève d'Ossarès, et qui dit que les enseignements d'Ossarès ont énormément imprégné les bérets verts, donc les forces spéciales américaines, au Vietnam. Et il cite clairement que Ossarès leur apprenait que dans ce genre de guerre, c'était la population l'ennemi, pas seulement les insurgés. Oui, un principe qui est au cœur de la doctrine de guerre contre-révolutionnaire, comme on l'appelait à l'époque, en référence à la théorie de Mao, selon laquelle un guerriero devait vivre au sein de la population civile comme un poisson dans l'eau. Donc s'attaquer à la population civile ou l'enfermer dans des camps de regroupement, comme ça a été le cas avec la population algérienne, revenait à vider l'eau du bocal pour tuer le poisson. Mais cette doctrine n'a pas été appliquée uniquement par les juntes militaires d'Amérique du Sud, Ahmed. Les Israéliens, puisqu'on parle d'eux, se sont inspirés des méthodes coloniales françaises, des méthodes de gestion coloniale, des méthodes de contre-insurrection urbaine, rurale, etc., mises en place par les Français, se sont formés auprès des Français. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je parle de vase communicant entre le colonialisme français et le colonialisme israélien, parce que le colonialisme israélien s'est inspiré des Français. Et aujourd'hui, depuis au moins 2 décennies, ce sont les autorités françaises qui s'inspirent du colonialisme israélien. Pour prendre l'exemple le plus récent et le plus marquant, lors des révoltes qui ont fait suite à la mort de Naël, donc qui a été tué en juin 2023, la police française, en tout cas le gouvernement français, a fait appel au conseil d'officiers israéliens. Les Israéliens ont suggéré d'aller en force dans les quartiers, à la façon d'une armée d'occupation, à la façon de l'armée française en Algérie, quand elle se déployait dans les villages, dans les villes, dans les quartiers musulmans, et à la façon de l'armée israélienne aujourd'hui, qui rentre dans les villes palestiniennes avec des chars, des tanks, etc. Et on a vu que pour rétablir l'ordre dans les quartiers, on a vu le déploiement de blindés. Alors, ce n'est pas des tanks, etc., mais
de véhicules blindés et de forces spéciales ou de forces d'élite type BRI, GIGN ou le RAID, investir les quartiers à la façon d'une armée d'occupation. Militarisation de la sécurité publique. Exactement, et en fait plus largement, ça fait plus d'une dizaine d'années que on fait passer Israël comme un exemple. On a un modèle, c'est Israël, regardez comment Israël a géré. Et on devrait pouvoir reproduire ce modèle-là à notre échelle. C'est comme ça qu'on a banalisé le discours pro-israélien, qu'on a banalisé aussi la militarisation du maintien de l'ordre et qu'on a banalisé le fait que certaines populations en France pouvaient subir la répression de façon systématique du fait de leurs origines ou de leur confession. Oui, effectivement, plusieurs universitaires qui n'hésitent pas à parler de continuum colonial pour décrire la gestion policière des quartiers populaires, peuplés en grande partie par cette immigration post-coloniale, parmi lesquels des Algériens. Et vous, Ahmed, vous dites que les Algériens en France ne devraient pas être considérés comme des immigrés. L'Algérien qui arrive en France, c'est un réfugié de guerre, et d'une des guerres les plus terribles du XXe siècle. Au bas mot, il y a au moins 400 ou 500 000 personnes qui ont été tuées directement par les massacres, la torture et les bombardements au napalm. Mais on sait très bien que ce genre de guerre qui dure aussi longtemps, avec des déportations de masse, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 à 3 millions d'Algériens qui ont été déportés dans des camps de concentration. Moi, je ne dis pas camps de regroupement, parce que on a concentré des populations et on les a la plupart du temps soumis à des conditions de vie terribles où on a à peu près au moins 200-300 000 personnes qui sont mortes dans ces camps. Quand le FLN dit qu'il y a eu 1,5 million de martyrs, on n'est pas loin de la réalité. Si on tient compte de la famine, des épidémies, des conditions de vie épouvantables dans lesquelles la France a plongé l'Algérie pendant un peu plus de 7 ans. Un Algérien qui quitte son pays à l'époque, il le fait pour survivre. Il le fait pour fuir les massacres. Il le fait après la guerre parce qu'il y a une situation de sous-alimentation, de malnutrition, etc. Mon père a été en Algérie après l'indépendance. Il a fait partie de ces Palestiniens, de ces Arabes qui sont partis enseigner en Algérie. Lui qui vient des camps de réfugiés en Syrie, Liban, lui-même était choqué du dénuement dans lequel le peuple algérien vivait à ce moment-là, après l'indépendance. Et lui, il n'y est pas allé tout de suite après, il y est allé quelques années après. Il a fallu des années avant que l'Algérien moyen puisse avoir une alimentation correcte. L'espérance de vie était la plus basse du monde arabe. Bref, les Algériens vivaient dans des conditions épouvantables et même longtemps après l'indépendance, malgré tous les efforts qui ont été mis en place et qui ont permis de résorber ces difficultés-là. Donc c'est un réfugié de guerre, l'Algérien. Les réfugiés dépendent entièrement du secours international. Dans ces conditions, un régime de 1540 calories par jour est souvent tout ce qu'on peut leur donner. Et 1540 calories ne suffisent pas aux enfants en pleine croissance. Or, les enfants constituent plus de 50% des réfugiés. Pour eux, un effort exceptionnel a été accompli. Une chaîne de 160 postes de distribution de lait a été créée pour 90 000 enfants réfugiés. Chaque matin, en allant à l'école, on leur donne une tasse de lait vitaminé et un morceau de pain. C'était l'acteur américain d'origine russe Yul Brynner qui a prêté sa voix à un film produit par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Le documentaire visait à promouvoir l'action des organisations humanitaires comme le Croissant Rouge pour sensibiliser les donateurs du monde entier afin d'éviter une famine dans cette Algérie indépendante ravagée par 7 ans de guerre. J'en profite pour recommander la lecture des travaux de cet anthropologue algérien du nom de Mahfoud Bennoun que j'ai découvert à l'occasion de la préparation de ce podcast. Lui-même interné dans l'un de ces camps de regroupement, il en a décrit la dimension concentrationnaire et je rappelle que ces camps qui ont interné jusqu'à un quart de la population algérienne étaient soumis à la loi martiale. Autrement dit, les autorités militaires avaient droit de vie ou de mort sur la population. Mais il a aussi décrit comment ces camps ont contribué à constituer le terreau d'une identité nationale pour ces paysans qui ne connaissaient pas d'autre sentiment d'appartenance que le village ou le hameau dans lequel ils vivaient et dont ils n'étaient parfois jamais sortis. Et on ne s'étonnera pas que le site web consacré à la vie et à l'œuvre de Mahfoud Bennoun indique qu'un fonds de secours pour les enfants de Palestine a été créé pour honorer sa mémoire.
Ça me rappelle mon père qui, quand il était petit, encore dans les camps, juste après la Nakba, quand la révolution algérienne a éclaté, les enfants palestiniens étaient invités à faire des collectes d'argent, de vêtements pour les enfants algériens et qui apprenaient l'hymne national algérien par cœur et qui le chantaient avant l'hymne national palestinien. Et ce que vous venez d'évoquer, notamment sur les camps de regroupement, c'est une partie de la guerre qui a été oubliée, qui est en train de ressortir ces dernières années. Et la réflexion qu'a eue cet auteur que vous avez cité, Mahfouz Ben-Noun, sur du fait qu'on a extrait des populations de leur milieu social d'origine, de leur terre, et on les a forcés à vivre ensemble alors qu'ils ne se connaissaient pas. Donc c'est à la fois un déracinement, mais en même temps on construit une nouvelle société. Ça ajoute à l'aspect révolutionnaire de la guerre. C'est-à-dire que la révolution, c'est aussi les contre-révolutionnaires qui en accélèrent le processus. C'est-à-dire, je mettrais ça en relation, par exemple, avec les camps de réfugiés palestiniens. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le dialecte des camps de réfugiés. On a des tas de dialectes en Palestine, mais il y a un dialecte qu'on appelle le dialecte des camps de réfugiés. Parce que c'est des gens qui viennent de villages très différents, de cultures parfois différentes, parfois de populations qui ne parlaient pas forcément l'arabe. On a des Berbères, des Kabyles en particulier, qui se sont retrouvés dans les camps de réfugiés palestiniens parce qu'ils vivaient en Palestine. D'autres populations, des Tcherkesses, qui se sont mis à parler l'arabe dans les camps de réfugiés, et pas n'importe quel arabe, une sorte de mix entre les différents dialectes palestiniens qui a donné un nouveau dialecte qu'on appelle le dialecte des camps. Le camp de réfugiés palestiniens est un peu le ciment des Palestiniens, puisqu'en fait c'est le symbole de la souffrance commune. البشر